Bonjour et bienvenue dans Le Pont des communs, une émission créée par des progressistes pour des gens qui veulent changer le monde, améliorer leur quotidien et celui de leurs voisins. Le principe est simple, 45 minutes de discussion à bâton rompu avec des invités de tout genre pour repenser Tournai, sa ville et ses villages. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Theys et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Une toute première pour moi, c'est la première fois que je fais un podcast, donc je suis à la fois ému et très content d'être avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous aide à façonner notre société, ce qui nous permet d'être critiques, ce qui façonne notre identité, ce qui nous permet aussi de rêver et de s'évader. Nous allons parler de culture. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Angelbert Petre, ex-directeur de la maison culturelle DAT. Il est candidat en 28e place pour les élections communales à Tournai sur la liste écolo. Bonjour Angelbert. Bonjour. Et nous accueillons avec nous aussi Fanny Alette. Fanny est tournaisienne, elle a 30 ans, elle est artiste pluridisciplinaire. Elle fait de l'illustration, elle fait des marionnettes, elle fait des ateliers pour enfants. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors bienvenue à vous deux, nous allons parler, comme je le disais, culture. On peut rentrer dans le vif du sujet, nous sommes en période électorale. Angelbert, pour toi, ça veut dire quoi culture en période électorale? Pourquoi parler culture? Peut-être déjà pour éviter que la culture ne soit pas une dépense facultative, puisque vous savez que souvent, si on se contente de parler de culture sur le budget communal, on dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, s'il y a des restrictions à faire, on commence par là. Et justement, replacer la culture plutôt comme étant un élément central. Et donc peut-être rentrer dans la distinction, parce que derrière culture, ça veut dire beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet maintenant, mais la culture, ça, comme tu l'as donné en introduction, ça peut être les moments de loisirs, c'est une détente, c'est aussi une industrie. Donc je veux dire, il y a plein de formes différentes. Pour moi, en tout cas, et c'est lié à mon expérience, c'est aussi de voir la culture dans sa dimension socio-culturelle, voire socio-artistique. Et donc là, c'est d'autres intentions, parce qu'en fait, derrière ça, il y a des objectifs. Et si on veut avoir des objectifs citoyenneté, la culture a cette mission, notamment en matière socio-culturelle, de faire de chacun d'entre nous des cracks. Alors des cracks, ça veut dire des citoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et solidaires. C'est tout un programme. Mais si on commence à l'aborder là-dessus, on se rend compte que ce n'est plus une matière facultative, ça devient une matière essentielle, parce que c'est ce travail-là qui va faire du lien au niveau local, qui va donner du sens aussi, parce que c'est à partir de là qu'on peut se projeter soi-même, mais se projeter avec d'autres autour de soi, et projeter aussi un avenir pour un territoire. Et le territoire communal est un territoire où on peut faire énormément de choses. D'où l'importance d'avoir bien en tête la culture comme une thématique centrale et essentielle dans les enjeux des élections communales à Tournai. Fanny, toi qui es artiste ici à Tournai, comment tu vois, qu'est-ce que tu attends des autorités communales? Qu'est-ce que tu attends d'un échevin de la culture, une échevine de la culture, puisqu'on est ici à l'échelon local? J'attends qu'il y ait une proposition variée en termes de manifestations culturelles, et que cet accès soit facile, et que chacune puisse facilement être contaminée en fait par cette culture, qu'elle vienne facilement à lui, et que facilement qu'elle n'ait pas peur aussi d'aller voir des choses. Donc que la ville soit facilitateur pour les citoyens d'aller vers la culture, oui. D'accord. Et de la variété aussi, je crois. Ok, qu'elle apporte de la variété. Oui. D'accord. Alors peut-être avant d'entrer dans plusieurs sujets qui me semblent fondamentaux, je vous propose de passer à une petite séquence sur vos anecdotes perso. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter pour quelque chose qu'on ignore sur vous, lié ou pas à la culture? Angelbert, tu pratiques la culture, Oui. Après, c'est vrai que sans doute peu de gens imaginent, mais je viens d'un milieu où mes parents étaient artistes, dans un milieu avant-gardiste à Bruxelles. Avant d'être projeté par mes études à Tournai, je m'en suis vraiment enfoui. Je voulais faire autre chose que d'être justement dans le milieu artistique et tout. Et puis finalement, je m'y suis retrouvé, et y compris à retrouver des pratiques, et notamment une pratique qu'avait celle de mon père, puisqu'il faisait de la gravure, et je fais de la gravure, effectivement. Et qu'est-ce que tu graves des choses en particulier? Oui, je grave les cadeaux que me font mon chat.
Donc, il m'apporte des souris mortes, des rats morts, écureuils, etc. Récemment, une fouine, et donc je les transpose dans un espace graphique. Bon, alors j'ai été un peu obligé de changer parce que mes proches en ont un peu marre. Ils trouvent que c'est un peu trop morbide, mais en même temps, pour moi, c'est aussi un regard sur une existence. Voilà, c'est une réalité, ça crée un lien avec mon chat. Peut-être un jour une expo de tes gravures des animaux morts. Oui, je le fais essentiellement pour mon plaisir, et puis comme je pratique quand même dans le cadre de l'académie, donc l'école des arts de Tournai, je suis obligé de le montrer aussi, sinon je ne les montrerai pas. Et ça, j'ai hérité de ma famille, parce que mon père notamment, il détestait les expositions. Donc j'ai toutes ces œuvres, elles ont rarement été vues. D'accord. Et toi, Fanny, quelque chose à nous partager? En fait, ouais, moi, le mot culture aussi m'évoque aussi là d'où je viens, c'est-à-dire que je viens de l'Aveyron, en fait, du sud de la France, et mon père était paysan, et donc je viens de ce milieu-là. Donc moi, à la base, c'est ça la culture, et donc aussi un territoire où c'est difficile en fait d'y avoir accès. Les villes sont de très petite taille, éloignées les unes des autres. Et la culture, à la base, c'est plutôt l'artisanat, ou ma grand-mère qui peignait sur des nappes, qui m'a appris plus à rentrer là-dedans, de cette partie de Porto-là, en fait, par l'artisanat, des choses très décoratives de l'ordre de la vie rurale, quoi, en fait. C'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que moi, si je vais me raconter une anecdote, c'est un peu cet aspect-là aussi de la culture, c'est l'art ou l'artisanat, l'art décoratif. Pour ma part, certains le savent peut-être, mais je fais de la tapisserie. Je suis passionné par la tapisserie. Et à Tournai, ça a tout un sens, la tapisserie de haute lisse. Ça m'est venu ce besoin de retrouver l'envie de travailler le fil, parce que j'ai vécu longtemps au Mexique et j'avais appris à faire des hamacs au Mexique. Alors là, c'est pas le même art, mais on travaille le fil aussi. Et juste après la période Covid, je me suis dit, j'ai envie de retrouver ce travail de fil. Et Tournai, c'était logique, la tapisserie. Donc c'est quelque chose qui me passionne, parce que c'est vraiment un moment où on se concentre, on fait le vide autour de soi. Donc on peut se dédier à quelque chose, un art, un passe-temps. Et donc c'est quelque chose que je vous partage aujourd'hui. Alors, si on passe à un des sujets qui, moi, m'interpelle quand on parle de culture, c'est, et toi, peut-être, Fanny, ça va te parler, mais toi aussi, Angelbert, de par ton passé de directeur de maison culturelle, c'est la culture et la jeunesse. Cette question de l'accès à la culture pour les jeunes, d'un côté, mais aussi le soutien à la jeunesse dans la production de culture, la production artistique. C'est pas facile aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Fanny. Au niveau de quand un artiste il sort de l'école, par exemple, c'est à ce niveau-là que tu veux parler, oui, par exemple. Oui. En fait, oui, moi je trouve qu'il manque clairement un accompagnement en fait à la sortie de l'école pour les étudiants. On est un peu en train de, en fait, ce qui fait qu'on arrive à sortir la tête de l'eau, c'est le collectif, c'est le fait de se rassembler entre nous et d'échanger, de se donner des tuyaux, Mais en fait, sans ça, on est un peu, on est complètement livré à nous-mêmes. Et je sais qu'il existe à Mons le comptoir des ressources créatives, dont j'ai entendu parler il y a 3 mois, assez récemment. Et je trouve que c'est le genre de démarche qu'il faudrait qu'il y ait ici, en fait, de structure qu'il existe pour les artistes, parce que c'est un endroit qui centralise de la ressource, que ce soit au niveau des locaux, du matériel, mais aussi un ou une artiste peut venir avec des questions, que ce soit au niveau il a un projet et puis il ne sait pas comment le mettre en place, et puis ce comptoir des ressources créatives est là aussi pour le guider, l'aider, lui donner les clés à quelle porte frapper, par quelle, voilà. Et je trouve que c'est quelque chose, moi, qui m'a un peu manqué en sortant des études. Alors tu mentionnais les collectifs, tu as fait partie d'un collectif à Tournai ? Oui, je fais partie du collectif Garage que j'ai eu la chance d'intégrer quand je suis sortie de l'école directement, parce que j'étais en stage avec un des membres de ce collectif qui est Jean-François Van Elmersch, et par ce biais-là je suis rentrée dedans, mais si j'étais pas rentrée là-dedans,
enfin, je sais pas si je serais restée dans le coin, je sais pas, c'est pas sûr en fait. Mais vu qu'il y a eu ce dynamisme-là, cette émulation en fait qui s'est créée, voilà, enfin, ça m'a beaucoup aidé quoi, à réaliser des projets, à voir concrètement, et surtout le fait qu'on était que dans ce collectif, il y avait des personnes qui étaient, enfin, il y a toujours d'ailleurs des personnes qui sont plus âgées, qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années, qui ont une expérience derrière et qui ont été vraiment des super guides, voilà. Ok, merci. Et toi, Gilbert, j'imagine que ça te parle aussi. Oui, mais après, j'ai envie de rebondir parce qu'il faut savoir que même pour nous qui, à un moment donné, sommes des institutions qui sommes là pour travailler avec des artistes, c'est se rendre compte de la complexité pour pouvoir engager un artiste. Et en même temps, avec les moyens qui sont les nôtres, voilà, je crois qu'on travaille avec 6-7 statuts différents. Donc ça veut dire que déjà, pour avoir ça, moi j'ai travaillé pendant plus de 2 ans à essayer de définir une manière de fonctionner en interne pour qu'on ait quand même un barème, pour qu'on ait des choses qui ne soient pas simplement aussi une discussion à celui qui sera en position de force pour exiger soit d'être moins bien payé, enfin soit d'exiger que l'autre soit moins bien payé ou que l'autre doive renoncer à des choses. Donc c'est compliqué, hein. Enfin on n'a pas dit, mais le statut d'indépendant est extrêmement risqué pour un jeune, donc il ne peut pas le faire. Alors on a des systèmes qui sont des systèmes smart, qui sont des contrats d'engagement. Hein. Il y a une cellule sur tournée qui accompagne, mais c'est une formule relativement chère, puisque la smart, elle doit vivre aussi, donc elle prend sa part. Donc pour, par exemple, l'opérateur, c'est une formule qui risque à un moment donné de devenir très très chère aussi. Donc voilà pourquoi, parce que ça coûte plus cher que s'il engageait l'artiste lui-même. Mais par contre, engager un artiste pour quelques heures, c'est encore un bazar. Alors, il y a d'autres formules. Il y a l'article 17 qui permet d'utiliser un artiste en dehors des heures du temps scolaire. Enfin, mais là, ça ne s'applique pas pour sa pension, donc il perd d'autres avantages. Ouais. Enfin, c'est très compliqué. Donc, même pour une institution qui veut être juste par rapport à ça, ça n'est pas simple. Et quand on arrive à mettre une procédure, il y a des instances qui décident, on supprime ce statut-là. Donc voilà. Au niveau du gouvernement, ils ont décidé qu'ils allaient retravailler sur le statut de l'artiste. Et là, il faut se rendre compte qu'on ne parle pas des petits artistes et qu'on parle rarement des artistes d'art plastique aussi. Ce sont plutôt les grands artistes qu'on prend en compte. Et donc, voilà, ça c'est une vigilance. Maintenant, sur le plan local, comment effectivement accompagner des jeunes artistes ? Eh bien, donc c'est déjà pouvoir leur donner des occasions de pratiquer aussi face à des publics, et de ne pas avoir des attitudes trop sélectives. C'est-à-dire qu'on peut être centre culturel et à un moment donné... choisir en pure, je dirais, politique artistique. Je suis le programmateur, je choisis ceux qui me plaisent, en fait. Ou ceux... Donc voilà. Alors, donc c'est vraiment donner l'opportunité à des jeunes pour qu'ils puissent... Maintenant, il faut faire des choix. Je veux dire. Oui. On les a fait chez nous. Hein. C'est de choisir de travailler avec des jeunes artistes et de choisir ceux qui ont un travail qui nous permettent une médiation. Mais donc voilà, il faut faire des choix. Mais il faut multiplier les opportunités pour les plus jeunes à pouvoir effectivement rentrer. Parce qu'en fait, dans ces démarches-là, c'est un travail où on se nourrit les uns les autres. Hein. On apprend la démarche avec l'artiste, et l'artiste apprend aussi de cette démarche de rencontrer des publics, parce que nous, ce à quoi on s'engage, c'est de mettre en face de l'artiste un vrai public, un public avec lequel il va pouvoir dialoguer et qui va, lui, pouvoir aussi évoluer dans son travail. Enfin, je crois que c'est une expérience dont tu peux témoigner pour l'avoir déjà rencontré ailleurs. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, si je reviens à ta question de départ, et sur... que faire au niveau d'une commune ? Sur l'accès à la culture, hein, il y a les accès, effectivement, c'est faciliter tout ce qui va permettre l'accès. Souvent, on pense à l'argent. Ça peut être les horaires, ça peut être la décentralisation. On parle des villages. L'accès. Mais justement, ça, c'est une question que j'avais aussi. Se dire, tiens, ouais, qu'est-ce qui permet ? Alors, est-ce qu'il faut... Parce que c'est aussi ça, on pourrait rêver à avoir dans chaque village une structure qui, etc. Il va falloir faire des choix puisqu'il y a quand même des économies d'énergie, mais aussi de se rendre compte que derrière la culture, il y a plusieurs formes. Donc ça veut dire qu'une forme d'activité culturelle de type artistique amateur peut trouver sa place dans une très grande proximité. Et par contre, d'autres types de diffusion culturelle nécessitaient aussi des pôles, comme la Maison de la Culture l'est, etc. Et de comprendre qu'on doit être à plusieurs, plus que plusieurs dizaines, voire des centaines, pour accéder à un certain type de culture. Donc il faut une diversité dans les processus opératoires. Mais derrière ça, bien avant ça, puisque là on est au niveau de la consommation, c'est comment on encourage tout un chacun, donc dès le plus jeune âge,
à aller chercher de la diversité aussi. Ça, pour moi, c'est l'enjeu principal, parce qu'on est dans une société qui travaille sur le mainstream. Ce sont les grands courants qui sont mis en évidence, et ça ne fait que s'accentuer par tous les médias qu'on a aujourd'hui. C'est un renforcement du mainstream, de ce qui est vraiment la tendance lourde, les grands trucs. Par contre... Tu veux parler des grands concerts, oui, des voilà, grandes productions théâtrales, musicales. Tout à fait, donc c'est plutôt une culture. Par contre, il faut, pour pouvoir être ouvert à la diversité, déjà se découvrir soi-même comme étant un acteur culturel, un créateur culturel potentiel. Et donc là, il y a des choses à renforcer, puisque ce potentiel, on l'a très jeune, on le perd très vite à force de conditionnement, et donc il faut que nous multiplions les occasions de ça, pour aussi qu'il y ait plus de jeunes artistes. Alors, on ne peut pas imaginer une société où tout jeune deviendrait artiste et professionnellement artiste, mais c'est important qu'on ait des pratiques artistiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des espaces justement, comme tu disais dans l'introduction, de rêve, où on peut rêver les choses, on peut imaginer les choses, on peut raisonner avec les autres, et aussi traduire aussi parfois ce qu'on vit. Et ça aussi, c'est une autre fonction de pratique artistique, c'est exprimer. Et ça, on oublie souvent. Mais là, c'est aussi l'expression de quelque chose. Mais donc, ce que tu veux dire, c'est le fait de encourager la pratique artistique par l'école ou par l'école des arts, l'école du soir à Tournai, c'est là où je fais de la tapisserie d'ailleurs. Il y a d'autres institutions qui proposent par des animateurs, par des animateurs artistes, des rencontres, des ateliers. Enfin, je veux dire, proposer des ateliers. Moi, je crois fondamentalement à cette indispensable institution que sont les centres d'expression et de créativité. Parce que c'est là où on va avoir des pratiques, et il peut y en avoir de différents types, centrés sur des démarches particulières. Et ça peut s'affiner en fonction du territoire, parce que en même temps, les pratiques, c'est bien qu'elles résonnent aussi avec le territoire, que les expressions artistes, toi-même, tu faisais le lien avec, tu le montres par l'exemple que tu as donné, le fait de parler du fil et tout, ben oui, d'un coup, tu y trouves un sens. Et ça, c'est important, c'est développer la question du sens aussi. Le sens pour soi et le sens pour la communauté. Et donc, du coup, c'est une question que j'avais aussi, de ce que tu évoquais, le monde du spectacle et de l'événementiel. Et parce que la culture, c'est pas que la musique ou le théâtre, je pense, c'est les marionnettes, c'est le cirque, les arts de la rue, c'est plein de choses. Je vois la Maison de la Culture ici pour sa programmation qui fait un week-end geek, par exemple, la culture geek. Enfin, la culture, c'est bien plus large, mais quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup abordé, c'est la culture sous l'aspect socioculturel, justement. Alors, ça, c'est effectivement un axe qu'on a fort développé à Ath, c'est se servir de l'expression artistique pour parler de ce qu'on vit de manière collective, donc et notamment, je dirais, le processus d'analyse partagée qu'on a fait du territoire d'Ath une série de fois. C'est se servir à la fois d'outils d'expression artistique pour rentrer dans une expression différente, parce que mettre des gens autour de la table simplement et pour parler, ça n'est pas le meilleur des moyens. Donc si on peut, à un moment donné, par des types de propositions qui sont de démarches d'expression graphique ou autre, on va avoir un résultat très différent. Et c'est un résultat qui construit aussi les personnes, ça les renforce dans leur perception. Je pense aussi qu'à ce moment-là, il faut cette rencontre aussi avec l'artiste qui, lui, va donner en plus une dimension supplémentaire quand il peut s'emparer de ça. Je pense à la BD qu'on a fait sur le monde rural, sur en fait la mutation du monde rural qui est très importante. Eh bien, c'est le créateur de la BD on l'a mis en place dans toute une série de rencontres avec la population, d'ateliers qu'il a pris en charge. Il a entendu toute une série de choses. Il a amené les gens à s'exprimer, entendu et vu, puisqu'ils ont pratiqué. Donc, notamment, la technique était la sienne, la BD. Ils ont exprimé des choses. Et puis, il a refait une synthèse avec ça, qui refaisait la synthèse de ce qui est le vécu des gens à partir de ce qu'ils ont fait. Ce sont des démarches qui marquent les gens aussi. Et elles sont constructives aussi, c'est-à-dire qu'elles vont construire un territoire aussi. Elles vont le renforcer grâce à ça. Mais c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres. Et toi, Fanny, socioculturelle, tu es animatrice socioculturelle ? Ben justement, j'ai souvent travaillé à la maison culturelle de Ath. Donc oui, mais c'est vrai que, en fait, encore une fois, il y a un peu cette difficulté de quand on sort de l'école où on n'a pas non plus des formations pour savoir comment vraiment on interagit avec des enfants, comment on partage en notre pratique, et aussi un recul nécessaire sur notre pratique. Mais pour le coup,
moi, mais aussi plein d'autres copains, copines qui sont sortis de l'école ont eu l'occasion de pratiquer, en effet, à Ath, mais aussi à la Maison de la Culture de Tournai par le biais d'ateliers. Donc, on était un peu... on s'est lancé là-dedans, quoi. Mais ça a été assez formateur aussi. Parce que c'est vraiment se poser des questions différentes par rapport à notre pratique. Ouais, voilà, comment la partager, comment faire en sorte que les enfants arrivent à sortir de ce qu'ils ont, qu'est-ce que c'est dessiner, de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et par rapport à ce que tu disais sur le mainstream, il y a un peu... en effet, chaque enfant, il a une espèce de potentiel créatif. Après, ils ont tous des affinités ou pas avec ça. Mais c'est super intéressant à chaque fois d'aller à la rencontre de ça et puis de tirer un petit peu, de montrer que toi, tu connais ça, mais en fait, dessiner, c'est pas forcément ce que tu penses. Il y a aussi une autre manière d'être attentif à ce que tu vois. Et puis, c'est tout un... Et à l'inverse, j'imagine que ça influence aussi... ton côté artistique à toi, en tant qu'artiste, je veux dire, avoir ce retour... Oui. Et mais ça... je trouve qu'après, c'est une question d'affinité aussi. Je crois qu'il y a certains artistes qu'en effet, ça influence, d'autres moins. Ça dépend aussi un peu de la pratique de chacun, quoi, en tout cas. Mais oui, c'est riche, ouais. Ouais, je pense à une autre expérience, mais... notre projet, parce que c'est pas des expériences, mais c'est des projets. Ils sont quand même très construits. Ça veut dire qu'on a une démarche méthodologique tout à fait assumée et qu'on prévoit les trajets qui sont progressifs avec à la fois les groupes et les propositions, parce qu'on sont des propositions assez cadrées qu'on fait aussi aux animateurs artistes qui travaillent avec nous. Mais je pense, donc c'est vrai. Je l'ai pas spécifié, mais c'est vrai que c'est cadré. On nous appelle pour une mission en particulier. Ouais, donc, par exemple, c'est sur le regard de ce qu'est justement sa ville. On l'a fait dans le cadre d'une série de stages et où on va à la découverte de la ville. On amène les jeunes à observer, c'est-à-dire que c'est un environnement qu'ils connaissent, mais sans le connaître, en fait, ils n'ont jamais pris le temps de regarder. Avoir un autre regard et notamment l'expression artistique d'art plastique qui va amener à certains moments à créer et à reproduire des choses. Elle est intéressante parce qu'elle va obliger à voir. Et puis avoir aussi une manière de traduire ce qu'on a vu, puisque c'est pas simplement une reproduction fidèle. Et en plus, on le fait, et ça a souvent été notre démarche, c'est d'amener aussi à ce que ce regard se projette dans l'avenir, et aussi de dire, mais au fond, voilà ce qu'elle est, et comment on la voit demain. Et ça, c'est rentrer déjà, c'est faire de celui qui apprend une technique, qui apprend à s'exprimer, à se projeter dans un avenir, dans son territoire, et donc à enrichir quelque part le tissu créatif et le tissu qui va social aussi, parce que tout ça relève de ça. Oui, d'y mettre du sens. Ouais. Mais tu évoquais à un moment donné, donc Tournai, c'est la commune la plus étendue de Belgique. Justement, la Maison de la Culture, c'est une des plus importantes institutions culturelles de notre territoire, évidemment avec plein d'autres acteurs, mais comment faire en sorte justement à ce que la culture arrive à tous. On a parlé des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Je pense aussi à l'accès à la culture en termes de prix. Je veux dire, payer un spectacle, c'est pas donné à tout le monde. Comment faire ou que faire pour assurer cet accès à tous? Donc, Tournai est assez riche en institutions culturelles. Il y a pas que, effectivement, la Maison de la Culture, même si c'est une des grosses et une des plus anciennes. C'est la plus ancienne de la communauté française. Et elle vit encore, d'ailleurs, avec cet héritage. Ça a été une institution qui a été pensée et prévue pour la ville, et comme étant une institution d'attractivité. Elle n'a pas été pensée au départ comme étant une institution qui allait se disperser autour, ce qui est un peu différent, par exemple, du schéma Ath, où on a toujours été un petit foyer culturel au début, et on fait un travail d'animation, et ce n'est que plus tard qu'on a eu une salle qui nous a obligés, quelque part, avec réussite et avec sens, mais obligé à ramener aussi à être une force d'attraction avec le palace. Donc, comment dire? Il y a plusieurs institutions. Si on veut justement bien distinguer les objectifs qu'on a, et les réalités de territoire, et des problèmes qui vont faire que ça croître, qui sont ceux de mobilité,
il va falloir se répartir des choses. Donc je crois qu'il n'y a pas d'issue sur un territoire comme Tournai. Les acteurs culturels doivent se parler, doivent concevoir des projets ensemble, et puis il y a des priorités à donner. Et donc les offres qui doivent être faites, ça ne peut pas être dire chacun va avoir à côté de chez lui toutes les possibilités, ça n'est pas viable. Ça, enfin, je veux dire, comme gestionnaire d'institutions culturelles, on le sait très très vite, c'est déjà compliqué à faire vivre comme ça. Donc, il va falloir simplement se répartir quelque part le cahier de charge si on veut faire de la décentralisation. Mais il faut se rendre compte qu'il y a toute une série d'associations, et donc le monde des associations, y compris avec des pratiques bénévoles, sont des vecteurs intéressants. Alors, comment on peut nourrir aussi ces vecteurs-là? C'est là où on peut travailler par délégation, c'est-à-dire de dire, effectivement, ce ne sont pas forcément des secteurs qui sont spécialisés, mais ils peuvent se nourrir, ils peuvent être accompagnés par des artistes aussi dans leur démarche, sans que l'artiste doive être sur le terrain tout le temps. Voilà, c'est des choses, je pense, à d'autres formes de décentralisation, mais on parlait des stéréotypes. Moi, le pire des stéréotypes, c'est dans les garderies d'école, où c'est là où d'un coup on se retrouve le soir et on donne des photocopies de Disney, machin, avec à colorier. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le pire. C'est des moments intéressants, en fait, ce temps où l'enfant est à l'école, et il y a un travail qui se fait, puisqu'il y a des programmes qui visent à renforcer cette préoccupation de l'accompagnant en soirée. Eh bien, il faut le nourrir artistiquement. Il faut le faire progressivement. On ne fera pas, évidemment, de toutes les personnes qui sont là en soirée pour accompagner ces enfants, des artistes, etc. Mais on peut nourrir, on peut les amener à rencontrer. Ça se fait. On l'a fait sur Ath à une série d'endroits, avec tout ce qui est finalement le parascolaire, les garderies et tout. Mais il faut le renforcer. Et ça, c'est une manière aussi d'être proche, et dans les différents lieux où les enfants sont déjà. Parce que ça aussi, il faut prendre toutes les opportunités où il y a déjà eu trajet. Parce que si on va en ville, c'est assez logique qu'on puisse... on vient en école secondaire en ville, c'est effectivement là qu'il faut proposer une série de choses. Ce qu'il faudra là, c'est s'assurer qu'ils puissent retourner chez eux. Ok, alors je voudrais passer maintenant à une séquence, une citation, et je vais faire un peu de provoque. Je voudrais qu'on revienne sur le parallèle culture et politique, puisqu'on est en période électorale. Et vous citez une citation qui a été faite le 15 juin à la Libre. Nous allons gouverner avec des ingénieurs, pas avec des poètes. Est-ce que vous savez de qui a mentionné, qui a dit ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, comment ne pas savoir qui c'est Parce que vous en pensez, donc, ce propos de Georges Boucher à la sortie des élections. Voilà, c'est un propos de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit. Ni qui ne connaît pas les réalités dont il parle, parce que donc il ne sait pas ce que c'est qu'un ingénieur et il ne sait pas ce que c'est qu'un poète. Parce que je pense que des ingénieurs sont souvent des poètes aussi, ils doivent avoir, pour être créatifs, il faut avoir ce côté-là. Donc c'est parler par préjugé un peu de manière stupide. Fanny, je te vois acquiescer. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est un peu, un peu grossier, quoi. Bon, voilà, c'est cliché. Enfin, ça véhicule une idée comme quoi les poètes, les artistes je sais pas comment dire, ça véhicule une notion d'oisiveté, en fait, où du coup, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc, on n'en a pas besoin. Nous, on veut du concret. Je sais pas, ça appuie toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment pas savoir ce que c'est que l'acte de création. Donc, un poète, et encore, parce que c'est déjà une pratique qui demande un entraînement et une formation à ça, c'est pas de l'écriture spontanée. Être artiste, c'est d'un coup être capable de se créer des contraintes fortes. C'est ça qui permet d'aller plus loin que ce qu'on ferait simplement. Non, l'exigence artistique, elle est certainement aussi haute. Et par ailleurs, dans mon expérience, j'ai vu énormément d'ingénieurs se tromper. Surtout, par exemple, dans le secteur des bâtiments publics, je peux dire que ça, c'est... On a des exemples à l'appel. Enfin, je veux dire, c'est même sur tournée, je pense qu'il y a des... Tout à fait. Les ingénieurs, c'est ceux qui font les voiries, parfois aussi, qui décident des cahiers de charges. Enfin, je veux dire, c'est dans des services publics, ceux qui font les cahiers de charges, ce sont des ingénieurs, souvent. Le résultat, il n'est pas très probant. Voilà, je sais pas. Essayons de le donner aux poètes, peut-être qu'ils rêveront les voiries autrement, et peut-être
Et en plus, il n'y a jamais eu de poètes qui ont gouverné le pays. Ça a toujours été voilà, des juristes, des économistes, même des ingénieurs. Donc sa phrase était en plus incorrecte. Mais tu mentionnes quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment penser à... Tu disais, on a l'impression que les artistes, ils servent à rien que cette phrase. Et ça m'a vraiment fait remonter en arrière pendant la période Covid où la culture était plus essentielle. Ce côté, voilà, on le met de côté, on en parlera après, on mettra l'artiste plus tard. J'ai trouvé ça très très maladroit aussi et vraiment pas très élégant de la part de Georges-Louis Boucher, quoi. Oui, et puis pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à créer aussi, qui ne le faisaient pas forcément avant, et puis qui pour un peu mieux vivre le fait d'être coupé de tout, étaient eux-mêmes générateurs des gens qui sont mis à écrire, à dessiner, à chanter. Oui, donner un peu du sens à l'existence qu'on a, quoi. Alors, je voudrais venir avec vous maintenant, vous demander si vous étiez élu échevin de la culture, échevine de la culture après le 13 octobre, quelles seraient là où les mesures que vous metteriez en place concernant la culture, bien évidemment? Beaucoup de mesures. Non, dans l'idée d'amener les gens à consommer de la culture un peu moins mainstream, essayer de mettre en place un pass qui les aide, qui leur donnerait un accès à une ou deux séances, par exemple, de cinéma à RSC sur l'année, un spectacle de la programmation du festival de marionnettes gratuit, un accès à un des spectacles du festival. Voilà, quelque chose comme ça. Après, c'est juste que... Donc prévoir dans la programmation culturelle des acteurs culturels de la ville un certain pourcentage de places gratuites pour les Tournaisiennes et Tournaisiens afin qu'ils connaissent d'autres types d'art qui ne soient pas mainstream, par exemple. Ouais, mais que tous et toutes puissent y avoir accès, en fait. D'accord. Que ce soit sans distinction, vraiment tout le monde. Autant des enfants jusqu'au... Mais voilà, c'est dans un monde peut-être un peu rêvé, quoi. Je sais pas si ce serait possible, mais ouais. Et peut-être trouver une manière de faire plus de médiation pour donner envie d'aller consommer ce genre de contenu. Faire des médiations comment ? Je sais pas trop, dans les écoles, je sais pas comment aussi toucher les parents et leur donner, je sais pas, mais quelles mesures on pourrait mettre en place, mais que le résultat, que ça puisse permettre ce genre de choses, quoi. C'était un petit peu comme ce qu'on disait au début, de réveiller un peu la créativité chez les jeunes pour leur donner l'envie d'aller consommer un autre type d'art. Réveiller la créativité, ou juste que les enseignants abordent une pièce de théâtre qui passe, ou un film d'art et essai qui passe en ce moment, qui est peut-être que ce soit dans le programme je sais pas, chaque mois il y a telle œuvre qui doit être une œuvre qui doit être abordée, et après aller la voir. Après, c'est peut-être déjà... Oui, c'est déjà peut-être le cas dans les écoles de la fédération, par exemple, mais au moins dans les écoles communales, s'assurer qu'il y ait une consommation. Mais je sais pas comment après ça pourrait toucher aussi les parents, trouver c'est ça, une manière de... Tournaisiens et Tournaisiens. Je sais pas. Voilà. Ok, Engelbert, monsieur l'échevin de la culture. Non, pas encore, mais et d'ailleurs ça m'obligerait à avoir de fortes ambitions, notamment parce que ce que je vois moi comme idée, c'est que il faut effectivement que d'un coup la culture puisse être pris comme vecteur pour rêver la ville, la commune, pas uniquement la ville, c'est aussi tous les villages. Pourquoi ? Parce que les choses, tout est toujours en transition. Donc le monde change, notre société change, la ville change, les gens changent. Et comment on peut quelque part se faire instrument du devenir de notre communauté et de la ville et de ces villages. Eh bien, donc, il faut mettre un plan où les gens vont tous s'associer, vont rêver les choses ensemble. Il faut le faire maintenant. Et en même temps, dans cette idée-là, c'est déjà faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, se reconnaissent déjà dans les démarches. C'est dans tout le travail qui va être de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, d'où on vient,
Et qu'est-ce qu'on peut faire demain? Et ça va décloisonner aussi même simplement la matière culturelle, parce que le devenir, ce n'est pas que la question économique ou autre, tout ça est mélangé. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir rêver la ville dans tous ses aspects. Et donc il faut une contribution qui est celle des habitants, mais aussi de tous ceux qui font vivre la communauté et l'environnement. Mais donc, si je comprends bien, c'est parler de participation citoyenne, puisque tu parles de contribution des habitants, et à la fois aussi transversalité, puisqu'on touche différents secteurs et la culture, finalement, peut être perméable à plusieurs thématiques. Oui, c'est pour faire émerger un projet de communauté globale, dans lequel les gens vont se projeter, vont pouvoir rêver ensemble et faire face aux défis des transitions. Parce que si on fait ce travail-là, on va tout de suite se rendre compte que les années qui viennent sont essentielles dans la manière d'anticiper sur ce qui va être. Voilà, je veux dire, il y a d'ailleurs des objectifs, c'est-à-dire on peut prendre en compte dans ce projet-là des objectifs qui sont très concrets. Je veux dire, quand on dit 2030, il y a une série d'obligations pour toutes les instances publiques de rentrer dans une série d'économies, de diminution de CO2, etc. Ça peut être des éléments de contraintes créatives. C'est-à-dire, c'est là, on le sait, et en plus, si on peut faire mieux, c'est de le faire, mais c'est surtout de ne pas les voir uniquement comme des contraintes, des obligations qu'on va subir. On peut commencer à se servir de ça pour rêver le territoire autrement et d'y trouver un plaisir aussi. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est quand on rêve, c'est de pouvoir mesurer comme quoi on avance vers notre rêve. Et donc là aussi, il y a des temps qui sont des temps qu'on peut prévoir, qui peuvent être repensés en termes d'activités culturelles, de moments culturels, et où on va pouvoir voir qu'on avance ensemble. D'accord. J'ai envie de faire l'exercice à moi-même aussi. Et en fait, ça rejoint, allez, je vais dire peut-être deux propositions. Ça rejoint une de Fanny et une à toi, Engelbert. Moi, j'ai vraiment un cœur, et c'est une mesure toute simple, hein, bon, qui a peut-être un impact de coût, mais je pense qu'encore une fois, il faut choisir ses combats, et c'est une mesure politique. C'est l'accès aux musées pour les moins de 26 ans. Curieusement, les musées communaux ne sont pas gratuits pour ce public. Alors, moins de 18 ans, oui, certains musées, mais donc rendre tous les musées tournaisiens gratuits pour les moins de 26 ans, ça me semble encore une fois une mesure simple pour garantir l'accès à une certaine culture, puisque on s'entend que la culture est très large. Et alors, deuxième chose, pour parler de transversalité, mais moi, je resterais plus dans cette case culture, même s'il ne faut pas l'enfermer dans une case, mais une commission culture où on a tous les acteurs culturels de première ligne. Donc, on a évoqué la Maison de la Culture, évidemment, mais les associations, les maisons de jeunes et d'autres acteurs, les mettre autour de la table et pouvoir déjà travailler ensemble sur comment aborder la culture. Et là, je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu évoques, Engelbert, par rapport à la ville et les villages qu'on rêve demain. Et puis aussi sur la programmation culturelle. J'ai souvent l'impression qu'à Tournai, il se passe beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas toujours au courant, c'est pas toujours concerté entre les différents acteurs, et pouvoir travailler encore plus en synergie, ça me semble essentiel. Encore une fois, pour assurer une certaine cohérence, mais aussi assurer que différents arts soient mis dans la programmation, justement pour donner des opportunités aux jeunes. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit au départ, pour faire des tremplins aux jeunes et rêver des créativités. Oui. C'est important qu'il y ait une offre qui touche à la fois en diversité, mais qui touche aussi la diversité de la population. Et donc aussi s'assurer qu'on n'ait pas les plus gros investissements, oui, toujours pour la même couche de la population. Donc du coup, l'importance aussi de la participation citoyenne dans cette programmation culturelle. Dans les droits culturels, il y a la prérogative, il y a plusieurs prérogatives qui sont effectivement l'accessibilité, la diversité, la liberté artistique, de création et tout. Il y a aussi le droit de participation à la décision. Donc c'est dans les droits culturels, c'est-à-dire de faire en sorte que la population puisse participer aux choix qui sont faits aussi, et qui la concernent. Parce que ça aussi, il ne faut pas que ça soit une certaine catégorie, une certaine élite politique, enfin, pas politique, mais artistique aussi, qui décide de ce qui est bien pour les autres aussi. Donc je crois qu'il faut, à un moment donné, casser ça. Même s'il y a une éducation à l'ouverture à la diversité qui est nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire que dans un processus éducatif, c'est important, ça. C'est qu'on garantisse qu'à un moment donné, chacun a effectivement aussi l'accessibilité, je dirais, intellectuelle à la diversité. C'est-à-dire sorte effectivement de ce qui est juste
pas le matraquage publicitaire mainstream. Donc il y a ça. Et après, il fait ses choix. Je veux dire, il faut respecter aussi que chacun puisse avoir des affinités, plus pour un style d'expression, plus pour un type de musique ou autre. Mais il faut avoir développé cette ouverture d'esprit à un moment donné. Fanny, je te vois qui est Ça t'inspire? Non, mais juste, oui. Ok, merci. Mais écoutez, je pense qu'on arrive à la fin tout doucement de notre podcast. Conclusion, difficile de conclure en une phrase sur tout ce qu'on a abordé sur la culture. Peut-être dire que la culture c'est vaste, hein, c'est pas que la musique, le théâtre ou la littérature, c'est bien plus. À la fois la culture mainstream, mais des cultures émergentes, innovantes et peut-être aussi populaires. Je trouve que le côté socio-culturel aussi qu'on a évoqué, qui est très très important pour le regard de l'artiste sur son art, mais aussi cette rétrospective et le retour du terrain, et sans parler de la construction de la citoyenneté. Je retiens aussi très important le rôle de la commune, et surtout dans les enjeux électoraux qu'on a aujourd'hui. Même si la culture c'est une dépense facultative, donc c'est pas dans c'est s'il reste de l'argent, la commune peut dépenser sur la culture. Malgré tout, c'est essentiel qu'elle le fasse, parce que ça aide à réveiller la créativité des citoyens et à façonner un petit peu cette identité de citoyen qui participe à la vie démocratique. Et donc ça se fait à partir du moment le plus jeune. On a évoqué la question des jeunes. Je pense que c'est essentiel de continuer à donner la place à la culture depuis le parascolaire, mais aussi dans des ateliers à destination des jeunes, de les intégrer dans la programmation culturelle, dans la participation à la culture, qui permet à la fois de créer de jeunes artistes. Hein. On voit des artistes tunisiens comme Youssef, par exemple, qui fait du slam, et donc c'est des icônes, mais qui peuvent inspirer d'autres jeunes à être artistes, ou tout simplement à être des consommateurs de culture mainstream, mais aussi d'autres types de culture. Et donc c'est essentiel de travailler avec les jeunes et même avec les enfants, et puis de manière générale avec le reste de la population. Et enfin, un dernier point que je voudrais aussi qu'on n'oublie pas, c'est cette partie d'accessibilité, tant sur le coût de la culture. Fanny, tu l'évoquais, peut-être un pass avec certains spectacles gratuits pour permettre à tous de consommer de la culture, mais aussi l'accessibilité par rapport à nos villages. Hein. Tourner, c'est 29 villages aussi, donc aller sur le terrain pour amener la culture vers les citoyens, c'est essentiel. Donc je retiens ça. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres éléments que vous voulez rajouter à cette tentative de conclusion. Oui, peut-être 2 points. Un, la gratuité, ce serait peut-être une contrainte intéressante dans le travail de chaque institution. C'est, au fond, si je veux rendre gratuit l'accès, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est possible ou pas? Et se rêver quand même des possibilités, parce qu'on fait tous des choix budgétaires dans certaines directions. Comment on pourrait le faire? Donc ça, c'est un premier défi, et je trouve qu'une commune peut porter celui-là. L'autre, c'est vrai qu'il y a un mot que j'aurais dû déjà citer plusieurs fois, mais sans doute une des fonctions des actions culturelles, c'est de rendre curieux. Je pense que rendre curieux, c'est aussi donner envie d'apprendre en permanence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un défi humain le plus important. La curiosité doit nous amener à vouloir apprendre tout le temps, et apprendre aussi des autres. Et donc, en termes de culture aussi, c'est sa culture, et il y a aussi les cultures des autres. Et on doit être curieux de ça, parce que ça nous éclaire sur nos propres cultures aussi. Et bien, sur ces belles paroles qui résument bien notre moment passé ensemble, je vous remercie, Angelbert et Fanny. C'était une très chouette expérience. J'espère qu'on pourra la renouveler sur un autre sujet très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci.